violence le 8 décembre et c'est là qu'Emmanuel Macron fait les concessions qu'il a annoncées lundi dernier. C'est donc la violence qui fait du mouvement des Gilets jaunes ce qu'il est, un mouvement de destruction massive. Vous êtes sans doute quelqu'un de nanti. Je ne pense pas que vous gagnez 1200 balles par mois. Pardon, juste un truc. Oui, pourquoi vous n'êtes pas venu il y a 25 ans me poser la question, par exemple? Vous saviez pas? J'aurais pu, monsieur, parce que je suis peut-être plus âgé que vous. Vous m'avez pas connu quand la fin du mois tombait le 5. Vous m'avez pas connu. Vous m'avez pas connu non plus quand ça tombait le 10. Non, mais je parle pas d'il y a 20 ans, je parle d'aujourd'hui, oui, mais vous connaissez pas ma vie, vous savez pas d'où je viens. Donc vous faites quoi là? Non, mais vous accusez les gens. Mais si, je viens. Vous accusez les gens. C'est remonter les Français. Mais non, pas du tout. Vous accusez les gens d'avoir voulu monsieur Laporte. Pas du tout, monsieur Laporte. Je suis par exemple Bernard Mourad qui vient d'être nommé à la tête de Bank of America France, qui est en train de vendre Aéroport de Paris, qui est une entreprise rentable pour l'État, qui rapporte à l'État. Il s'apprête aussi à vendre la Française des Jeux et beaucoup plus grave, il s'apprête à vendre les barrages. Donc ça, mais monsieur, vous révélez rien du tout, tout ça est connu, tout ça est public, que la ADP et la Française des Jeux vont être privatisées, c'est déjà connu, ce sont des décisions qui ont été annoncées. Absolument. Qui ont été annoncées je vous de ai pas manière interrompu. transparente. Donc, je vous ai pas interrompu, laissez-moi terminer. Vous avez des obsessions, monsieur, qui sont des obsessions. Non, c'est pas une obsession, monsieur, il en va de la République et du patrimoine de la France. Non, il en va du patrimoine de la France, de la richesse des Français, et c'est même le fond du problème. Monsieur, parce qu'on peut parler de mesurettes autant qu'on voudra. Présentez-vous aux élections, monsieur, c'est plus simple. Mais je vous assure. Est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes sont forcément illettrés ou incultes? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un simple citoyen et d'avoir une pensée politique et de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous? Les Gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils ne parlent pas comme vous. Parce que vous êtes un faux gilet jaune, je veux dire. Ah ben non, moi je suis pas du tout un faux gilet jaune. Moi j'étais dans les gaz lacrymaux. La prochaine fois vous viendrez avec moi. Allez voir dans la guerre. Monsieur, vous êtes un militant. Non, mais je vais remettre mon gilet. Vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Je vais remettre mon gilet. Vous parlez comme un militant politique. Vous me demandiez de pas m'interrompre. Je vous parle comme quelqu'un qui lit des livres, qui s'intéresse à la politique. Je vous parle comme un citoyen républicain qui est pour la souveraineté du peuple. Je ne veux pas renverser le pouvoir, je veux rendre le pouvoir au peuple, monsieur. Vous devriez avoir honte, vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Je suis un vrai gilet jaune, je réfute votre accusation, vous n'êtes pas un vrai journaliste, alors on peut s'en envoyer comme ça. Alors ma question... Eh bien, grosso modo, qui possède le capital, possède la presse, qui possède la presse a pour fonction essentielle d'assurer le degré de connaissance que le capital financier juge nécessaire et congru pour la masse de la population. C'est la fonction de la presse et tous ceux qui demandent une presse démocratique et indépendante sans poser la question de la nature du pouvoir et notamment de la nature du pouvoir économique se fourvoient et fourvoient ceux qui les lisent ou les écoutent. Il y a eu des violences contre des journalistes. Nous, notre mouvement a expliqué que, vous savez, il faut prendre un peu de la hauteur sur la chose et comprendre le rejet vis-à-vis des médias. Il vient du fait parce que les gens, ils savent, ils se disent, tiens, ce média est détenu par tel milliardaire qui tient telle entreprise, etc. Et qu'il y a des influences, qu'il y a des lobbies, etc. Mais moi, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est qu'à chaque fois que je viens, par exemple, ici, les gens en bas qui travaillent, ils sont avec nous, qui ouvrent les portes, qui font la sécurité, des gens qui sont des pigistes, des gens qui font la programmation, des intermittents, ils sont avec nous, des journalistes qui vont sur le terrain, ils sont avec nous. Et nous, en fait, on veut libérer aussi les journalistes de leur chaîne, vous comprenez? Parce qu'on sait que quelqu'un qui rentre dans une école de journalisme, moi j'ai des amis qui l'ont fait, ils veulent faire du terrain, ils veulent dire la vérité, ils veulent informer les gens, etc. Et qu'en réalité, après, lorsqu'ils rentrent dans le métier, ils se retrouvent dans une situation... Heureusement, et vous avez le sentiment qu'on le fait pas ici. Vous êtes là pour libérer le journalisme français. On leur a... Ça me fait plaisir de vous accueillir. Écoutez, vous savez... Grâce à vous, on va enfin pouvoir travailler normalement. Vous pouvez caricaturer... C'est exactement... Non, libérer les journalistes des chaînes, pour moi, ça passe pas. Si ça vous choque pas, libérer les chaînes des journalistes. Si ça vous choque pas, moi, ça me choque. Écoutez, est-ce que vous, par exemple, vous pouvez aujourd'hui assumer le fait qu'il y a des journalistes sur le terrain ou même ici qui ont des qui ont des consignes de rédaction, qui ont des qui ont pas forcément la totale liberté de vous rêvez, vous. C'est comme quand vous nous dites que là vous fantasmez. C'est comme vous nous dites journalistes et la liberté d'expression dont nous bénéficions. Excusez-moi, il y a un truc qui me choque là. Monsieur, vous savez, je ne crois pas aller trop loin pour vous dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont 70 ans ou 80 ans qui sont obligés
qui sont obligés d'aller jusqu'à là pour pouvoir s'en sortir. Ça, j'exagère pas, monsieur. Croyez-moi. Allez, David. Oui, parce que sur les journalistes de terrain. Expliquez-moi comment la hausse du carburant, des taxes sur le carburant, peut faire quelque chose pour l'écologie. Pardon, mais dans votre... Non, mais je vois bien cette vision, cette France, on veut poser les Parisiens aux provinciaux, les écolos, aux agriculteurs, etc. Ça me fait rire. Allons-y comme ça on va aller tous dans le mur, moi je vous le dis. Allez-y, monsieur Julot, répondez. Non, mais ça me fait rire, monsieur Hulot. Moi, ça me fait pas rire. Je suis désolé de vous dire, je n'ai pas l'humeur à rire. C'est ce que je vous dis. Vous n'avez aucune conscience de la réalité des choses. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 1 200 € par mois, de payer un loyer 450 €? Excusez-moi, mais j'ai aussi connu je n'ai pas toujours été dans une aisance économique et je n'ai pas perdu de cela de vue. Croyez-moi. Ce que vous dites, j'en ai une cruelle conscience, même si moi je ne le vis plus à titre personnel. Et ce que vous me dites me fait beaucoup de peine pour vous et pour les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la façon dont vous avez arrêté cette bagnole de 2 élus qui allaient faire des courses, et tout d'un coup, il y a un des gilets jaunes qui dit c'est un PD. Je les reconnais, voilà. Et ça y est, vous retombez dans les travers. Ils l'ont tabassé. Qu'est-ce qui s'est passé à Calais? Vous jouez le jeu des médias, en fait, c'est ça. Vous reprenez 5% du mouvement qui se passe mal. Mais à qui je m'adresse pour poser des questions? Le mouvement en général, c'est ça, en fait. Non, mais on parle de faits réels. On parle de faits réels. Non, faire le jeu des médias. On parle de faits réels. Allez dire aux victimes. Allez le dire aux victimes. Mais d'où tu sors? D'où tu parles? C'est qui t'a élu, toi? Tu parles d'où? Personne ne m'a élu. Alors pourquoi tu te permets sur le... Pourquoi tu te permets Quand on met quelqu'un en cause, il a le droit de répondre. Et pourquoi vous vous permettez de tutoyer déjà? Non, allez, arrêtez. Le respect commence par là. Éric Drouet est mis en cause, il répond. Allez-y. Donc en fait, sur 5% des blocages qui va mal se passer, vous allez définir le blocage en lui-même en entier, c'est ça? Donc sur la population, il va y avoir 5% de voleurs, toute la population va être des voleurs, c'est ça? Vous définissez ça comme ça, vous définissez le mouvement comme ça? Voilà, bref. Si on se fie uniquement à ce qu'on vit autour de nous pour juger de l'ensemble de notre société, on a une vision souvent extrêmement limitée, tu comprends? D'où l'importance d'avoir des relations avec d'autres, de discuter avec d'autres. Et moi, je pense profondément qu'une des raisons pour lesquelles le militantisme n'a pas tout le succès qu'on souhaiterait, c'est que notre société a réussi à nous isoler, à faire en sorte qu'on est chacun de notre côté. On regarde la télé tout seul chez soi le soir, et il nous arrive de penser que oui, peut-être que ça n'a pas tout à fait de sens ce qu'on nous dit là, mais étant seul, on n'arrive pas à discuter, à échanger avec d'autres. On est limité à notre propre expérience, tu comprends? Alors donc, non seulement sur le plan de l'expérience personnelle, mais aussi sur le plan de la vie politique, tu comprends? La sphère du politique suppose qu'on fasse ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on soit ensemble en train de discuter et qu'on puisse échanger avec d'autres, recevoir le point de vue des autres. Une des forces de notre système de propagande, je pense, c'est de nous avoir isolés à un point où c'est devenu très rare que d'avoir ce type de rapport. Ils veulent du concret, madame la députée. Ils veulent pouvoir bouffer à la fin du mois. Les gens qui vont travailler à 1 300 €, ils ne veulent pas aller travailler. La cotisation sociale permettra à quelqu'un qui touche le SMIC à la fin de l'année de gagner combien le SMIC, madame la députée? 300 € de plus par mois. Il est faux de dire qu'on ne fait rien pour les personnes qui gagnent. Attendez, écoutez, combien s'élève le SMIC aujourd'hui, madame la députée? Il a combien le SMIC? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Mais je sais qu'il est difficile. Vous savez pas combien il est le SMIC? Mais je sais que c'est difficile de vivre avec le SMIC. Hallucinant. Je sais, sauf que je sais qu'on augmente. On devrait vous faire passer un CAP pour être député. C'est hallucinant ce que j'entends. Vous voulez pas de techno qui ont réponse à tout. Moi, je vais vous dire, je suis vous savez pas combien il est le SMIC, madame? Mais monsieur, moi par exemple, je peux vous parler de sujets. Là, par exemple. Non, mais le SMIC, c'est important, madame. Mais vous représentez la France. Mais monsieur, je suis en train de. Moi, par exemple, de travailler sur la réforme de la justice, qui est extrêmement importante. D'accord. J'ai une autre question. Madame la députée, à vous poser. C'est très important. Je ne peux pas avoir réponse à ça. Bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais on va pas faire un interrogatoire. Attends, on va pas lui faire un interrogatoire. Non, mais c'est important, c'est le SMIC. On parle du SMIC. Je suis désolé, le SMIC. Ces manifestations se déroulent pour le moment dans le calme, puisque je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui sont en train de faire leurs courses. Elles en ont été empêchées les samedis précédents. Écoutez, arrêtez un petit peu de faire pleurer dans la chaumière, madame, s'il vous plaît. Je suis désolée, je ne vais pas pleurer dans la chaumière. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont particulièrement excédés par la situation. Écoutez, je ne sais pas combien de millions de Français sont excédés. Moi, je répète, il y a
a des millions de Français qui sont avec nous et qui continuent de nous soutenir, même si ça vous dérange depuis un mois et vous ne comprenez pas ce qui arrive dans le pays. Et peut-être que vous ne comprendrez toujours pas. On n'a pas compris, on a mis 10 milliards sur la table. Alors, les 10 milliards, c'est pas vous qui avez mis, madame. C'est l'argent public, c'est notre argent aussi. Ben oui, mais on vous l'avez pas sorti de votre poche magique. On l'a voté, monsieur, et c'est notre rôle. Et dans votre parti d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre parti, il se fait virer. Voilà l'esprit de la démocratie que vous avez. Vous savez, il faut un minimum de discipline, sinon c'est l'anarchie. C'est un député de la République qui est censé de représenter les citoyens, pas votre parti, madame. Est-ce que vous êtes choqué? Moi, par exemple, je peux être choqué que quelqu'un dise un président de la République élu depuis 18 mois, tant qu'il n'aura pas démissionné, nous serons violents. Il y a une forme de radicalisme. Nous serons violents? Mais arrêtez! J'ai pas dit qu'on allait... on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas quoi? On a tué quelqu'un? Un mouvement social. Manifester, c'est violent. Mais je vous répète que... Vous voyez comment vous faites... Mais vous demandez la démission d'un président de la République et vous manifestez tant que... Oui, et c'est violent de manifester. Donc, il y a des élections pour ça. Ah oui, parce que en dehors des élections, la vie démocratique... La manif, c'est pas un droit fondamental en démocratie. Donc on est devenu violent parce qu'on marche d'un point A à un point B avec une pancarte. Clément, un meeting. Il faut aussi laisser les gens s'exprimer 2 secondes. Clément, le mot de la... Je voudrais vous montrer le tweet qu'a posté Benjamin Griveaux il y a quelques minutes à peine. Donc, on lynche des policiers, dit-il, on chante la quenelle de Dieudonné à Montmartre, on reprend les codes des années 30 pour renverser la République, on décapite l'effigie du président, derrière c'est on, un seul visage, lâche, raciste, antisémite, putschiste. Stop, signé donc Benjamin Griveaux. Jérôme Rodriguez est en notre compagnie. Vous êtes un des Gilets jaunes ayant préparé la manifestation. Peut-être une première réaction à ce tweet de Benjamin Griveaux? Franchement, ça me désole d'avoir des hommes politiques qui se permettent de traiter les Français comme ça. Ça veut dire quoi? Je suis un putschiste, moi? Je suis un raciste? Monsieur Griveaux, je défends mes droits. Je défends ce qu'on n'a plus depuis 40 ans. Je défends de ce que je n'ai plus depuis 79. Je suis né en 79. On nous appelle une génération sacrifiée. J'ai pris Tchernobyl sur la tête. Je lui réponds directement parce que ça m'énerve. J'ai pris Tchernobyl sur la tête. J'ai été sevré au biberon, au bisphénol A. J'ai mangé des jouets au phtalate. On nous a vaccinés à je sais pas quoi. On nous a foutu du fluor dans la bouche. On est une génération sacrifiée et polluée. Je ne veux pas de ça pour mes enfants. Je ne suis ni raciste. Je ne suis ni violent. Je veux simplement revendiquer nos droits. Ça fait trop longtemps que ça dure. Cette nouvelle France que vous nous promettez, elle reste dans la vieille France. Donc ça suffit, ce genre de petites phrases. Parce que si moi, je me permettais de l'insulter comme je me sens insulté par son tweet, d'accord? Si moi, je l'insulte, on vient me chercher chez moi en garde à vue. Tout simplement. Donc à un moment donné, il faut peut-être que ces gens-là mesurent un petit peu leurs paroles. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, qu'à défaut d'avoir des tweets comme ça, que des politiques s'excusent pour le mal qu'ils ont fait aux Français. Tout simplement. Parce que derrière ces racistes, derrière ces putschistes, déjà demandez aux 3/4 des gens ce que veut dire un putsch en France. Je ne suis pas certain qu'ils le sachent. Okay, ou alors on a les militaires derrière. Enfin, moi ça me désole de voir des choses pareilles. Mais un tweet comme ça, il croit qu'il va arranger les choses, ce monsieur. Il croit que les choses vont s'améliorer. Mais il est clair qu'à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que les gens s'énervent. Et l'énervement mène à la violence. Je ne cautionne pas les images qu'on a vues avec les policiers. Je ne cautionne pas ça du tout, d'accord? Mais on va faire la réaction est disproportionnée à votre sens. Elle est complètement parce qu'on va faire un effet de loupe sur 5 minutes de violence par des gens qui ne sont pas gilets jaunes, d'accord? Et qui vont démontrer, qui sont l'exact contraire de ce que j'ai vu aujourd'hui, qui sont l'exact contraire de la manifestation pacifiste qui s'est déroulée tout au long de la journée sur Paris. C'est pas ces 5 minutes-là et un vieux tweet d'un politique que je ne sais même pas qui il est, qui va venir nous gâcher le mouvement. Ça commence à bien faire. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être respecter un peu les Français, parce que si vous voulez qu'on vous respecte, vous, politiques, donnez-nous le respect. Simplement le respect. On est des gens intelligents, du haut de votre verbo et de votre grande éloquence. On vous comprend, on vous entend. On n'est pas des bêtes. D'accord? On est des Français et on revendique un droit, parce qu'on s'est battu pour ça il y a des années en arrière. Après, quelque part, on a créé une famille. Hein. C'est bête à dire parce qu'on est tous dans la même merde. Donc, ce qui est extraordinaire dans cette histoire des Gilets jaunes, alors c'est une parenthèse, mais les gens se retrouvent, ça a remplacé la place, du village. On n'a pas honte d'être tous ensemble ça parce qu'on a remplacé la place du village. Le bar, le café où tout le monde se retrouvait. Oui, les gens se retrouvent sur ces ronds-points, il y a de la fraternité. Enfin, ils se reparlent. Ils se parlent. Oui, mais attendez, la fraternité est toujours là, ça a toujours été. Moi, j'étais avant dans le monde associatif. C'est extraordinaire, le monde associatif. On dit que nous sommes tous individualistes et tout, pas du tout. Dès qu'on commence à se parler, qu'on se dit bonjour. Les gens sont moins individualistes qu'on veut bien le dire. Julie voulait dire quelque chose là.
Oh, je disais cuicui les petits oiseaux et puis vive les bisounours. Hein. Non, c'est la vie, madame. Vous êtes une pessimiste, moi je suis l'optimiste. C'est la différence. Je crois que vous me connaissez très mal. Moi je crois en l'être humain, vous voyez que le néfaste. Vous ne me connaissez pas, ne me permettez pas de me juger. C'est la seule chose. Ne me jugez pas, vous ne me connaissez pas, ne me jugez pas. Moi c'est les bisounours, non, parce que là de dire vous êtes que le en train de faire français ça votre se politique, parle et se machin. parle. Je vous comprends, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ben ça. oui, madame. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Sinon, on ne serait pas dans la rue si c'était fait. On ne serait pas tous là. Bien, on continue. Dans une société comme la nôtre, le consentement des gouvernés est extrêmement important. Et c'est pourquoi la phrase de la Boétie est pertinente. C'est-à-dire qu'il est important que les gens aient intériorisé des mécanismes, des visions du monde, des manières de penser qui sont conformes à ce que les intérêts des élites présupposent. Donc, on accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination. C'est comme ça qu'on aurait envie de l'appeler. Alors, les gens peuvent... La liberté, c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde, tu vois? Mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée. Tu comprends? Lorsque la Première Guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. La population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites, les institutions dominantes changent d'idée. Et ils se trouvent donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de commission Creel, du nom du journaliste, M. Creel, qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés et d'institutions qui vont y naître. Sortez votre tête par la fenêtre, ouvrez-la, passez votre tête et en pleine voix, hurlez. Je suis fou de rage, je commence à en avoir ras-le-bol. Allez, levez-vous de vos chaises, filez tout droit à la fenêtre. Je vais voir si vraiment les gens... Allez à la fenêtre, ouvrez-la, passez votre tête et hurlez en pleine voix. Je suis fou de rage, je commence à en avoir ras-le-bol. Je suis folle de rage, je commence à en avoir ras-le-bol. Je suis folle de rage, je commence à en avoir ras-le-bol. Je suis fou de rage, je commence à en avoir ras-le-bol. Je commence à en avoir ras-le-bol.